Bonjour. D'après des lettres de Clever, le général en chasse, ce qui pouvions être ça d'un rang inférieur, ça des simples soldats. Voilà cependant ce que les Anglais interceptions tous les jours, ce qui l'ont imprimé, ce qui a dirigé leurs opérations, ce qui aurait dû le coûter bien cher. L'empereur, dans toutes ses campagnes, disait-il, a toujours vu le même effet des lettres interceptées et quelquefois si on a recueilli des grands fruits dont les lettres qui lui tomberont alors dans les mains, il trouva des horreurs contre sa personne, devront lui être d'autant plus sensible que plusieurs réunions de gens qui avaient comblé, auxquels il avait donné sa confiance et qui croyaient lui être fort attaché. Un de dont il avait fait la fortune et sur lequel il devait compter le plus, m'ont dit que le général en chef venait de s'évader. Volant 2 millions au trésor, heureusement dans ses mêmes mains de pêche les comptes du pilleur, témoignons que le général n'avait pas même pris la totalité de son traitement à cette lecture, disait l'empereur. J'éprouvais un vrai dégoût des hommes. Ce fut le premier découragement moral que j'ai senti. Et s'il n'a pas été le seul, du moins il était peut-être le plus vif. Chacun d'un l'armée me croyait perdu. Et l'on s'empressait déjà de faire sa queue à mes dépenses. Du reste, cette même personne tenta depuis de rentrer en faveur l'empereur desquels qu'il s'empêcha point qu'on l'employait subalternement, mais ne voulut jamais le voir. Il répondit constamment qu'il ne le connaissait pas. Ce fut là toute sa vengeance. L'empereur répétait jusqu'à c'était que l'Égypte devait demeurer à la France et qu'elle y fut infailliblement demeurée si elle eût été défendue par Cléber ou de c'était ces deux lieutenants les plus distingués, disait-il, tout d'un grand et rare mérite, quoique d'un caractère et de disposition bien différents. On trouvera les portraits dans les mémoires de la campagne d'Égypte. Cléber était le talent de la nature, celui de Thésée était entièrement celui de l'éducation, du travail. Le génie de Cléber ne jaillissait que par moments quand il était réveillé par l'importance de l'occasion et il se rendormit aussitôt après au sein de la mollesse et des plaisirs. Le talent de Thésée était de tous les instants, il ne vivait, ne respirait que l'ambition noble et la véritable gloire. C'était un caractère tout à fait antique. L'empereur dit que sa mort a été la plus grande perte qu'il ait pu faire. Leur conformité d'éducation et des principes eux ont fait qu'ils se seraient toujours entendus, de se seraient contentés du second rang et fut toujours demeuré dévoué et fidèle s'il n'eût pas été tué à Marengo. Le premier consul lui eût donné l'armée d'Allemagne au lieu de le continuer à Moreau. Du reste, une circonstance bien extraordinaire tant la destinée de ces deux lieutenants de Napoléon, c'est que le même jour est à la même heure où Cléber périssait assassiné au cœur, Thésée tombé à Marengo d'un coup de canon. Dimanche 1er ou mardi 3
octobre. Les vents, la mer, la température restant toujours la même. Ce vent d'ouest qui nous avait été d'abord si favorable commençait à nous devenir contraire. Nous nous étions jetés à l'est dans l'espoir des vents alizés, mais à présent nous nous trouvions sous les vents de notre destination pour la continuité de ces vents d'ouest dont la constance surprenait tout le monde et faisait la désolation de tout l'équipage. Pour l'empereur, il continuait régulièrement chaque matin ses dictées auxquelles il sachait chaque jour davantage aussi les heures, lui semblaient sur mes moines lourdes. Les vaseaux avaient été poussés tellement vite hors de port que tout avait été à faire à la mer. Il n'y avait pas longtemps convenu à le peindre. L'empereur a l'odorat extrêmement délicat. Cette odeur de peinture l'affecta spécialement. Il en fut très incommodé, écarta à chambre du jour. Chaque soir, c'était un plaisir pour lui en se promenant sur le pont de revenir sur le travail du matin. Il ne s'était trouvé d'avoir d'autres documents qu'un mauvais ouvrage sous le titre de Guerre des Français en Italie, sans motif, sans but, sans chronologie suivie. L'empereur le parcourait, sa mémoire faisait rester. Je l'ai trouvé d'autant plus admiration qu'elle semblait arriver au besoin des conseils de commande. L'empereur se plaignait chaque jour en commençant que ces objets lui étaient devenus étrangers. Il semblait se défier de lui, disant qu'il ne pourrait jamais arriver au résultat. Il rêvait alors quelques minutes, puis se levait, se mettait à marcher et commençait à dicter. De cet instant, c'était en toute coulée de source. Il parlait comme par inspiration, les expressions, les lieux, les dates, rien ne l'arrêtait plus. Le lendemain, je lui ai rapporté au net qu'il avait dicté à la première correction qui indiquait qu'il continuait à dicter le même sujet comme s'il n'eût rien dit de la veille. La différence de cette seconde version à la première était fort grande. Celle-ci était plus positive, plus abondante et mieux ordonnée. Elle présentait même parfois des différences matérielles avec la première. Le surlendemain, à la première correction, quand même opération, au troisième dicté, il prenait les deux premières et les mettait tombées à partir de la utilité à quatrième ou septième ou dixième fois et qui n'a pas été son exemple, c'était désormais toujours précisément la même idée, la même contexture, presque la même expression aussi. N'avait-on plus besoin de prendre la peine d'écrire, bien que sous les yeux il faisait pas de tension continuait jusqu'à bout ces événements si l'on n'avait pas attendu qu'on eût essayé de la faire éviter. Allait toujours, comme c'était extrêmement vite, on ne s'y hasardait pas dans la crainte de perdre encore davantage et de ne plus s'y retrouver. Mercredi 4 ou samedi 7, les vents constants du sud-est étions devenus une véritable calamité. Nous recueillions désormais au lieu d'avancer, nous nous enfoncions tout à fait dans le golfe de Guinée. Nous y aperçûmes un bâtiment qu'on fit reconnaître. C'était un Français égaré comme nous et hors de sa route parti d'un port de Bretagne. Il se rendait à l'île de Bourbon. L'empereur s'occupait beaucoup de son manque de livres. Je lui dis, en riant, que je n'avais pénétré
une case à bord de ce bâtiment car j'en avais expédié une à cette destination. Il y avait peu de mois, ce qui pour la bizarrerie du hasard, je disais vrai. Si je vais chercher ce bâtiment, j'aurai inutilement sans doute parcouru tous les mers. C'était lui. J'ai appris le lendemain quand j'ai connu son nom de l'officier que l'on avait fait la visite. Celui-ci avait étrangement surpris le capitaine français en lui disant que l'empereur Napoléon était à bord du vaisseau qu'il voyait faisant route pour Sainte-Hélène. Le bonhomme, secouant la tête avec douleur, lui avait dit de vous nous priver de notre trésor pour nous enlever celui qui pouvait nous gouverner, suivant nos mœurs et nos goûts. Dimanche 8 au mercredi 11, le temps était d'une obstination sans exemple. Chaque soir, on se consolait de la contrariété du jour, dans l'espoir d'une crise heureuse de la nuit. Mais chaque matin, on se réveillait avec le même chagrin. Nous avions été presque à la vue du Congo. Nous courions pour nous en éloigner. Le temps semblait pris de manière à ne changer jamais. Le découragement était extrême, l'ennui au dernier degré. Les Anglais s'en prenaient à leur admiral. S'il avait pris la route de tout le monde, disait-on, serait arrivé. Depuis longtemps, ce caprice l'avait porté contre toute raison à une expérience dont on ne verrait pas la fin. Les murmures, cependant, n'étaient pas aussi violents que contre Christophe Colomb. Nous ayons trop pris pour notre compte de le voir réduit à trouver un San Salvador pour se dérober à la crise. Pour moi, que le travail employé en entier, je m'occupais à peine de ce contretemps et qu'importait après toute une prison ou une autre. Quant à l'empereur, il y semblait pas insensible encore. Il ne voyait donc tout cela que des jours écoulés.